Nous sommes sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin avec deux invités spéciaux aujourd'hui pour mon émission Retour de Choc. C'est avec plaisir que j'accueille notre correspondant, le professeur Norman Cornett, qui nous introduit des nombreux artistes et autres personnalités de la communauté franco-canadienne. Et aujourd'hui, c'est l'artiste Maya Cousineau-Molen que nous avons le plaisir d'avoir également sur nos ondes et en vidéo sur notre page YouTube. Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, on va se prêter à un portrait d'artiste pour faire mieux connaître à nos auditeurs et auditrices Madame Maya Cousineau-Molen, son univers. Et également avec les questions du professeur Norman Cornett, eh bien, il s'agira d'une rencontre de type dialogique, comme il en a le secret. Tout d'abord, Madame Cousineau-Molen, je pense qu'il serait bon peut-être pour nos auditeurs qu'on refasse un retour en arrière sur votre histoire, sur votre parcours, parce que c'est assez fascinant de se dire que vous êtes né dans une famille autochtone et d'origine inu, et vous avez grandi dans une famille d'adoption. C'est, je crois, le sort de nombreuses personnes d'origine autochtone ici au Canada. Comment est-ce que vous avez vécu cette sorte de double appartenance? Écoutez, ça a toujours été un ajustement en continu. Ça n'a pas été facile, ça ne l'est toujours pas non plus. Je veux dire, je crois que tant qu'une certaine paix, une certaine vraie réconciliation ou un certain vrai dialogue va s'installer au pays, ça va toujours, je crois, être un défi pour des personnes comme moi, en fait. Ouais. Vous avez été adopté par une famille québécoise et vous avez gardé malgré tout des liens avec votre famille d'origine, votre famille de sang, si vous me permettez l'expression. Est-ce que c'est souvent le cas dans ce genre de scénario, ou est-ce que vous avez en quelque sorte eu de la chance? En fait, c'est ce qu'on appelle maintenant, ce qui est reconnu par la société dominante, ce qu'on appelle l'adoption coutumière chez les Inuits. C'est que l'enfant est toujours en contact avec sa famille élargie, sa famille directe, on va dire, dans sa nation. Moi, la nuance, c'est que j'ai été adoptée par des Québécois et comme bien des enfants de la race des années 60, 70, 80, j'ai malheureusement quand même eu perte de ma culture et de ma langue dans les débuts. Mais par la suite, grâce justement à cette façon de faire chez les Inuits, j'ai quand même pu garder un lien avec la communauté d'où je venais et tranquillement me réhabituer à la langue, aux coutumes et garder des liens aussi avec ma famille Inuit. Voilà. Mais pardonnez mon ignorance, est-ce que ce type de pratique existe encore? Est-ce qu'aujourd'hui, au Canada, on arrache encore des enfants à leur famille d'origine pour les mettre dans des familles d'adoption? Ils disent que les nouveaux pensionnats, c'est ce qui se passe avec la DPJ, avec les services sociaux. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail à faire là-dedans. Il y a une recherche à faire aussi, des constats à établir également. C'est les services sociaux qui viennent dans des familles autochtones, disent que le milieu n'est pas sain pour l'enfant, le prennent, ils l'envoient ailleurs. Mais de plus en plus, comme je pense à la nation Atikamekw au Québec, les Inuits aussi travaillent à faire adopter une espèce de code juridique concernant le placement d'enfants autochtones et l'adoption d'enfants autochtones pour les garder le plus possible dans leur nation d'origine. Professeur Cornett, vous vouliez réagir sur ces premières questions? Oui, mais si Mademoiselle Cousineau-Molen pourrait élaborer sur une expression qu'elle vient d'employer, la société dominante. C'est moi ce que j'appelle la société dominante, c'est les Québécois, les Canadiens en fait ceux qui ne sont pas assujettis à la loi sur les Indiens ou qui ne sont pas reconnus dans la Constitution comme des Inuits, Premières Nations et Métis. Donc, et qui doivent encore s'adapter au système de la société dominante. Merci. Et je devrais dire à l'auditoire de Choc FM, Monsieur Laurin,
comment se fait-il que j'ai rencontré Maya Cousino-Molen? Eh bien, elle est poète inoue et puis elle a publié Bréviaire du matricule 082, un recueil primé dont j'ai le privilège de le traduire en anglais. Et l'instant que j'ai vu une femme, une poète des Premières Nations, qui a donné pour titre Bréviaire, en tant que spécialiste en sciences des religions, je me suis arrêté devant le recueil comme ça, parce que Bréviaire, c'est un livre de l'office divin qu'on doit reciter dans les ordres sacrés, avec les prières. En fait, il s'agit d'un livre liturgique qui comprend des prières, enfin, dans le catholicisme. Alors, je me suis dit, mais quelle femme autochtone va se servir de ce modèle littéraire? Et là, je ne pouvais pas m'empêcher de lire. Et je vous assure, il y a des prières, mais elles donnent un tout autre sens à la prière, à la liturgie, aux offices, à l'office divin. Et je tiens à dire, il ne s'agit pas de vœux pieux. Alors, vous anticipez, professeur, sur mes questions, mais justement, Maya Cousino-Molen, quelle est la part, quelle est l'influence de la religion dans votre travail? Pourquoi avoir choisi, comme l'a si bien mentionné le professeur Cornette, ce mot de bréviaire, cette forme d'ouvrage qui, à l'origine, referme des formules de prière? Ben, en fait, c'est le thème large qu'on peut y donner, mais quand j'étais enfant, j'écoutais avec ma mère adoptive des films, tout genre de films, science-fiction, historique et tout. Et une série de films on aimait particulièrement écouter parce qu'il passait tous les années, c'était la série des Angéliques, Marquise des Anges. Et ça m'a intéressé à aller lire les livres qui ont été faits, dont se sont inspirés les films, naturellement. Et j'ai excusez-moi, j'ai découvert l'écrivaine Anne Gollon, qui a une plume incroyable et qui a des expressions que j'adore parce que la langue française était la langue dans laquelle j'ai été élevée. Et tout nouveau mot, toute nouvelle expression, c'est quelque chose qui m'intrigue et que des fois j'aime réutiliser dans mon quotidien, dans ma poésie, dans mes titres de livres. Et il y avait particulièrement un épisode, parce que bon, on sait qu'Angélique est un personnage fictif, et dans cette passe du livre, elle rencontre une courtisane qui, elle, a réellement existé, Ninon de l'Enclos. Et c'est à l'époque où Jean de La Fontaine commençait à publier ses fables. Et Ninon de l'Enclos avait surnommé ses écrits Bréviaire pour une femme sensible. Et le titre m'était resté en tête et j'ai dit un jour, je vais le réutiliser pour quelque chose. Et voilà, c'est un peu dans ce grand sens-là. Et effectivement, certains poèmes de mon recueil graffignent la religion catholique. Et voilà une autre raison que Maya Cousino-Molen, son écriture, son recueil Bréviaire du matricule 082, publié en 2019, ce qui m'a attiré en tant que spécialiste en sciences des religions et traducteur, c'est que je me suis rendu compte qu'elle apportait, elle se servait des formes du catholicisme. Il y avait des contours chrétiens, mais le contenu est tout autre et une critique de la religion, de l'Église, des clercs. Et je me suis dit, oui, les mots sont les mêmes, mais les sens sont complètement différents. Et j'aime cette ironie chez Maya Cousino-Molen. Et je disais dans un esprit, en tant que spécialiste en sciences des religions, au tout début, vous lui avez posé la question, mais comment est-ce que c'est de vivre biologiquement né dans une famille inoue, mais éduqué, élevé dans une famille québécoise francophone. Et vous savez, en catholicisme, on parle de Marie médiatrice. Et lors de nos discussions, je me suis rendu compte que Maya, c'est Maya médiatrice, parce qu'elle fait la médiation entre la société québécoise et
les communautés des Premières Nations, mais également, et d'ailleurs, c'est une écrivaine qui est franche, qui est authentique et qui ne passe pas autour du pot. Hein. Quand je l'ai contactée la première fois, elle dit, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se rencontre. Et c'était ça. Peut-on vraiment collaborer? Et j'aimais beaucoup cette insistance d'une rencontre entre nous deux s'imposer pour aller vers le vrai dialogue. Alors, Maya Cousino-Molen, bréviaire du matricule 082, c'est votre premier extrait, donc premier recueil de poésie, préfacé, je l'ai remarqué, par la célèbre metteuse en scène française Ariane Mouchkine. Comment s'est passée cette rencontre? Pourquoi cette préface, justement? C'est toute l'affaire Kanata qu'il y a eu en 2019. J'étais à la base une des 4 personnes qui étaient à l'origine de la lettre qui avait paru dans Le Devoir en réponse à un article d'une journaliste qui semblait faire parler les gens du Théâtre du Soleil et de Ex Machina comme de quoi on n'avait pas besoin d'input autochtone dans la mise en scène de Kanata. Et on avait écrit cette lettre sans savoir qu'elle provoquerait un tel brouhaha, telle réaction. Sans doute parce que c'était un été tranquille et les médias se cherchaient quelque chose à se mettre sous la dent. Et on en a bénéficié d'une certaine manière et d'un autre, c'est sûr que ça a eu des impacts autant positifs que négatifs. Et dans tout ça, Madame Mouchkine m'avait approché quand on s'est rencontrés, la longue rencontre de 5 heures durant l'été avec monsieur, voyons, je ne me rappelle pas de son nom en ce moment, Madame Mouchkine et monsieur Robert Lepage. Robert Lepage. Exactement. À la fin de la rencontre, elle m'avait approché, m'avait donné son courriel personnel en disant « J'aimerais ça qu'on corresponde ». Et nous avons commencé comme ça, de manière très formelle. Je lui donnais un peu des explications sur le climat politique autochtone au Canada. Je parlais un exemple aussi du protocole de recherche des Premières Nations au Québec, tu sais, parce qu'on s'est tellement fait prendre des choses par des gens, mettons, peu soucieux de nous, mais très soucieux de leur carrière, qu'on a développé, je ne veux pas, certains réflexes de défense. Et je voulais expliquer un peu tout ça sans lui dire que c'était sa façon de faire. Et par la suite, on est devenus amis. Et ça m'aura permis de comprendre un peu plus de choses, ce qui est arrivé dans Kanata. J'ai pu rencontrer les gens du Théâtre du Soleil, développer des amitiés. Et quand j'ai écrit mes poèmes, j'ai contacté notre chère Ariane et je lui ai demandé si elle pouvait faire la préface, ce qu'elle a gentiment accepté. Et quand j'ai dit que je l'appelle Maya médiatrice, c'est que lors de nos premières rencontres, on parlait des enjeux avec les Premières Nations et les Blancs, mais également quelles sont les relations entre les Premières Nations anglophones et les Premières Nations francophones. Et je me suis rendu compte rapidement que Maya Cousino-Molen, elle n'a pas froid aux yeux, elle est frondeuse. Elle n'a pas peur de critiquer les premiers peuples non plus. Et surtout, elle lance un défi. Et d'ailleurs, nous avons des rencontres ponctuelles pour la traduction, puisque je suis le traducteur attitré de bréviaire du matricule 082 grâce au Conseil des arts du Canada. Et bien sûr, d'abord, l'accord de Maya Cousino-Molen, mais elle insiste à employer et que je traduise tel que c'est les mots sauvage, sauvagesse, indien, indienne. Et vous savez, monsieur Laurent, quel tollé quand on emploie ces mots dans les cercles universitaires, dans les cours académiques et même en littérature. Or, j'ai dû contacter la maison d'édition anglophone et leur faire part qu'à la demande de Maya Cousino-Molen, on va même employer ce mot squaw. Alors pourquoi justement, alors vous m'envoyez extrêmement surpris. J'ai le sentiment aujourd'hui, en 2021, que la société évolue peut-être trop lentement, bien sûr, mais il y a quand même souvent des gens avec des bonnes intentions,
parfois avec beaucoup de maladresse, beaucoup de méconnaissance également sur les enjeux autochtones. Euh, Pourquoi aujourd'hui justement vouloir, derrière cette colère et ces revendications, pourquoi employer toujours ces mots et les remettre sur le devant de la scène? Parce qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ces mots sont arrivés. Le mot squat, par exemple, j'écris beaucoup en réaction. Euh, Puis j'écris aussi, en fait, je dis souvent que je vis mon bonheur et que j'écris ce qui me rend triste ou mélancolique ou pensive ou songeuse. Et c'était un article qui était paru au niveau du Canada anglophone où un camionneur disait Too many squats. En tout cas, j'ai oublié la deuxième partie de la phrase, mais il y avait ça décrit sur son gros camion. Et ça m'a fait écrire un poème en réaction à cet incident raciste. Et dans lequel, un exemple, je pense que je me rappelle, j'ai dit « N'oubliez pas, mon cher, à la mémoire de sottise, qu'il a fallu des squats pour que votre peuple survive. » Il a fallu une alliance avec les gens des Premières Nations de la part des premiers colons s'ils ont voulu survivre sur ce territoire. Puis ça, les gens ont la mémoire courte et parfois, il faut leur rappeler. Et c'est pour ça que en réutilisant ces mots, ça met un emphase, ça surprend les gens, ça choque. Mais le but d'un artiste n'est-il pas de déranger? Est-ce qu'il faut Et, choquer? Est-ce que c'est la seule manière aujourd'hui de mieux faire connaître aux yeux du monde, au-delà même peut-être des frontières du Canada, les problèmes, les enjeux des peuples autochtones? Ben, je trouve que la poésie est un médium vraiment pacifique parce que j'ai utilisé ces textes dans des performances sur scène et j'ai jamais eu de commentaires choqués, choquants. C'est surtout des gens qui voulaient établir un dialogue, qui voulaient mieux comprendre, parce que la poésie vient chercher la personne et l'amène vers un autre ailleurs qui est différent du mien. Tu sais, dans un texte, moi, j'ai voulu amener telle vision, mais la personne va le relire et l'amène ailleurs, mais veut quand même partager ses sensations. Donc, vient m'en parler, vient me parler de son désir de comprendre un peu plus l'histoire, de la connaître un peu plus. Et parfois, je pense que certaines choses passent peut-être mieux en poésie. C'est mon impression. et je tiens à préciser, tout en reconnaissant le contexte, je dois vous dire, il y a des débats de société actuellement. On l'a vu à l'Université d'Ottawa avec l'emploi d'un autre mot qu'on estime fort péjoratif. Certes, on reconnaît le contexte, mais cet épisode a lancé des guerres culturelles. On parle de la liberté artistique, on parle de la liberté académique, on parle de la liberté d'expression. Or, autre chose à souligner chez Maya Cousineau-Mollén, et c'est une des raisons que j'aime nos réunions, nos rencontres ponctuelles, elle ne verse pas dans la rectitude politique. Elle en prend ses distances. Et elle a, là aussi, tout comme avec l'Église, avec la religion, avec les clercs, les prêtres et tout ça, elle a un regard critique, elle analyse, puis elle est prête à s'engager, même si c'est contre vent et marée, bon gré, mal gré. Aya Cousineau-Mollén, vous avez donc publié en 2020 ce recueil du matricule 082 aux éditions Annénorac. Cette mention de matricule 082 dans ma tête, ça fait penser à l'univers presque carcéral et évidemment peut-être aussi au pensionnat autochtone. Est-ce que vous voulez élaborer sur ce titre encore une Oui, fois? bien, c'est sûr que 082, c'est le numéro qui désigne la bande indienne auquel je fais partie dans la loi sur les Indiens. Et j'ai toute une série de numéros par la suite qui m'identifient à mon numéro de bande. Donc, on a chaque autochtone a un numéro de bande. Donc, 082, 00, 1, 2, 3, 4, 5, un exemple. Et chaque membre de ma famille a ce numéro. Et pourquoi moi, j'ai toujours accès? Parce que mes parents québécois ne m'ont jamais légalement adopté parce qu'ils ne voulaient pas que je perde mon appartenance parce que étant né en 75, les mesures de l'émancipation se sont terminées en 74. Et l'émancipation pour la loi sur les Indiens, toute personne qui allait à l'université, qui se mariait avec un Blanc ou qui voulait sortir de la communauté, perdait immédiatement son statut.
en pensant que les amener vers la bonne citoyenneté canadienne, ça allait les sauver. Bon, j'ai des réserves là-dessus, sans faire de mauvais jeu de mots. Ouais. Et, et c'est pour ça que mes parents n'ont jamais voulu m'adopter légalement pour garder mon appartenance à ma communauté. Donc, chaque communauté a un numéro, 082, 084, 083, et ainsi de suite dans l'ensemble des communautés autochtones au Canada. Et du même coup, et c'est un autre débat dans la traduction de Bréviaire du matricule 082, en dialogue avec l'éditeur anglophone qui est en Colombie-Britannique, l'instant qu'ils ont vu matricule et les mots en anglais, mais ça sonne dur, c'est dur à l'oreille, ça fait mal, c'est comme un numéro qu'on va étiqueter, qu'on va caser, quelqu'un qu'on va le traiter comme un objet. Et c'est justement un des enjeux dans ce recueil. Et le traitement qu'on a réservé de numériser, d'attribuer un numéro. Et un point tel que la maison d'édition anglophone avait des réticences vis-à-vis le titre. Ah oui, j'en reviens pas, Seigneur. Et professeur Cornette, quel est pour vous le sens de proposer une traduction en anglais justement de l'ouvrage de Madame Mayakosino-Mollène? Pourquoi avoir voulu offrir au Canada anglophone justement cette traduction? Est-ce que vous pensez qu'il est important? J'imagine que la réponse est oui, bien sûr, mais quelle a été la démarche qui a été la vôtre derrière cette traduction? Mais dans un premier temps, avant la pandémie, Monsieur Laurent, on m'invitait dans plusieurs universités à travers le Québec, à travers tout le Canada, ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Or, quand je mentionne hors Québec qu'il existe des peuples, des premiers peuples francophones, c'est la surprise. Donc, pour moi, en tant que chercheur, il nous importe de faire connaître les Premières Nations dont la langue principale, à part que ce soit l'Innu, l'Atikamekw ou autre, c'est de faire connaître toute cette francophonie autochtone. Et c'est une richesse. Et de plus, mon propos en tant que celui qui a créé il y a 34 ans l'approche dialogique, eh bien la traduction, c'est ce que j'appelle le dialogue profond. Or, s'il y a une chose qui importe entre des Blancs et les Premières Nations, c'est un dialogue profond. Donc, pour moi, la traduction est un moyen. Et j'aime beaucoup le contact avec Mayakosino-Mollène quand c'est possible. Évidemment, pendant la pandémie, il y avait toutes sortes de contraintes, mais là, ça reprend. Mais je me suis rendu compte dans mon enseignement, l'instant que j'abordais des questions de la spiritualité des Premières Nations, des premiers peuples, les mœurs, l'histoire des autochtones, je me suis rendu compte qu'il y a une tendance à théoriser, de sorte qu'on parlait à toute fin pratique de ce que moi j'appelle aborigènes abstraits. Et je tenais à les rencontrer en personne. Donc, j'ai commencé à inviter les artistes, les activistes et les chefs des Premières Nations. Entre autres, celui qui était le chef de toutes les Premières Nations du Canada, Matthew Kuncombe, qui écrit du nord du Québec. J'ai invité la réalisatrice Alanis Obomsawin. J'ai invité l'artiste superbe Gwana Matouche. Donc, je me suis dit, tant et aussi longtemps qu'on traite les Premières Nations et leur histoire comme des abstractions, comme des théories, comme des hypothèses, qu'on ne les voyait que figées dans les objets, dans le musée, on ne saura pas, on ne pourrait pas réaliser un dialogue véritable. Donc, l'enjeu, à mon avis, c'est de démystifier les Premières Nations et outrepasser cette
altérité qui est au fond de l'histoire entre les Blancs et les premiers peuples. Madame Maya Cousineau-Mollène, vous partagez cette analyse du professeur Cornette et cette nécessité aujourd'hui du dialogue et peut-être de mettre encore davantage en valeur justement les artistes et les membres des différentes communautés? Oui, ben, c'est important de nous humaniser, de ne pas juste nous garder comme des références historiques qui étaient vouées à la disparition. Il faut voir qu'on crée, on écrit, on fait du théâtre, on fait de la peinture. Il y en a même qui font de l'architecture, donc Et la musique. la musique également. Donc, il faut montrer on apporte quelque chose aussi. Et l'art est une manière, je dirais, non violente de faire passer peut-être une espèce de colère originelle que l'on a et par la suite parler de nos aspirations, parler de ce qui habite notre quotidien. Je me rappelle, durant la crise d'Oka, on accusait Kashtin, le célèbre duo de chanteurs Innu. Les radios francophones recevaient des appels de leurs auditeurs pour dire on ne veut plus les entendre jouer parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent, puis c'est peut-être subversif ce qu'ils disent, alors que quand on regarde les textes de Kashtin, ça parlait de la famille, ça parlait de la vie sur le territoire, ça parlait de l'enfance. Donc, tu sais, on a un gros travail de démystification à faire. Et d'ailleurs, j'ai invité Claude McKenzie, qui est un des deux de ce duo, et il a participé à des ateliers dialogiques que j'ai fait avec les Premières Nations. Il est venu en personne. Et qu'est-ce que ça prendrait? Alors, si je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit tous les deux et également, malheureusement, sur cette actualité récente des pensionnats autochtones dont on a parlé quand même pendant une grande partie de l'année, on a l'impression que ça a fait la une des journaux pendant un temps. Les gens, la société canadienne a semblé bouger légèrement sur ces questions-là, peut-être, et puis eh bien, d'autres actualités prennent le pas. Et c'est aujourd'hui, presque en octobre 2021, comme si on n'en entendait plus parler. Qu'est-ce qu'il faut pour que définitivement on remette les Premières Nations et les différentes communautés autochtones au centre du débat au Canada? Qu'est-ce que ça prendrait d'après vous? Bien, je pense que nous, on a assez tendu la main. On a pas mal fait d'actions. Je pense que c'est au restant de la population à faire quelque chose, à se réveiller, à ne pas juste vivre selon les tendances que les médias présentent. Un exemple, l'histoire des pensionnats, ça ne devrait jamais être oublié. On devrait être au courant du décompte qu'ils sont en train de faire, se tenir au courant des fouilles qu'ils sont en train de faire de ces différents sites. Il ne faudrait pas que les médias aient la mémoire courte ou la mémoire, comment on dirait, intentionnelle. Donc, je veux dire, on a un travail, on tend la main, on veut partager nos histoires, on a des idées pour les partager. Je pense qu'il faut que l'autre personne ou l'autre groupe qui entend ces doléances, il prête une oreille plus sérieuse encore. Il y a quand même des débuts, on ne peut pas tout chialer, mais il y a toujours mieux à faire. Et à mon humble avis, il ne faut pas réduire la réalité des Premières Nations à des tragédies comme ce qu'on a découvert. Il ne faut pas le limiter à des controverses comme Kanata. Il ne faut pas le limiter à des expériences, mais qui a fait le tour du monde, comme avec cette dame à Tikamek à l'hôpital. Les Autochtones sont constants. Ils sont là de jour en jour, et puis ils œuvrent, puis ils écrivent, puis elles chantent. Donc, il faut que ça soit une constance dans la culture. Et c'est pour cela que j'apprécie beaucoup, Monsieur Laurent, que Choc FM nous invite, parce qu'il ne faut pas se limiter aux manchettes. Et justement, vers la réalité. Si on continue sur l'aspect un petit peu plus politique des choses, et puis après on reparlera de poésie, mais il y a quelques années en Ontario,
le Premier ministre avait laissé un petit peu pour compte l'éducation et l'apprentissage autochtone et l'apprentissage de l'histoire autochtone dans les curriculums scolaires. Aujourd'hui, il y a un nouveau programme, il y a un nouvel engagement de la province à l'égard de la réconciliation avec un petit peu plus de programmes sur ces histoires autochtones. Mais est-ce que vous avez le sentiment peut-être qu'on n'en fait pas assez, peut-être à cause d'une mauvaise conscience collective? Est-ce qu'il faudrait davantage d'éducation, davantage de symboles également au centre de la société canadienne pour remettre les perspectives des Premières Nations au centre du débat? La question est pour moi ou? Oui, allez-y. La question est pour tous les deux. Je ne sais pas qui veut répondre. Ben, écoutez, je pense que tout effort doit être souligné. Mais à l'étape où on en est, il y a toujours mieux à faire. Parce qu'il y a encore du racisme au pays, il y a encore des incidents, il y a encore une histoire qui est mal enseignée. Je suis contente d'apprendre que l'Ontario a viré son chapeau de bord en ce qui concerne l'histoire autochtone, parce que c'est une province très peuplée. Il y a beaucoup aussi de communautés autochtones chez vous, c'est ce que j'ai pu constater. Et je crois que sans toujours être dans le négatif, il faut rester vigilant. Il ne faut pas rester dans le confort médiatique ou dans le faux confort OK, ils ont rajouté un chapitre dans l'histoire et la vie est belle. Non, non, il faut vraiment s'assurer que nos histoires soient vraiment mises ensemble avec tout ce qu'il y a de beau, d'horrible, de sanglant et de résilient. Il ne faut pas avoir peur de Quand je parlais tout à l'heure du réductionnisme, une des raisons que j'ai entamé des ateliers dialogiques avec artistes, activistes et chefs des Premières Nations, c'est que je me suis rendu compte, c'est que dans mon approche dialogique, je présente les films d'Alanis Obomsawin, par exemple, ou l'art de Glenna Matouche, ou bien l'activisme de Matthew Kuncombe vis-à-vis Hydro-Québec. Il s'est rendu jusqu'au siège de l'ONU. C'est que je me suis rendu compte, quand on écrit, mes étudiants et étudiantes, elles ont carte blanche. Aucune censure, pas la moindre. Or, la première fois qu'Alanis Obomsawin est venue dans un de mes cours, j'ai lu de façon anonyme, à haute voix, sans modification aucune, ce que mes étudiants et étudiantes avaient écrit sur les autochtones. Eh bien, les stéréotypes, les caricatures et une façon de concevoir, on les associe avec des scandales, avec la corruption. Et je sais très bien quand je vais dans l'Alberta, quand j'enseigne à Masquachish, qui est la communauté sans exception avec le plus haut taux de suicide, de toxicomanes et d'alcoolisme dans tout le Canada, eh bien, le Edmonton Sun a fait une entrevue avec moi sur l'enseignement à Masquachish. Et on permettait aux gens d'écrire leurs commentaires sur Masquachish et les premiers peuples qui y habitent. Vous devriez lire ces commentaires. Je suis resté bouche bée. Et c'était ça que je tiens à faire, qu'il y ait une rencontre véritable entre Blancs et les Autochtones et qu'on dépasse ces caricatures, ces stéréotypes, qu'on les rencontre en chair et os et que ce ne soit pas des Premières Nations théoriques, hypothétiques, abstraites. Merci, professeur Cornette. Puisque vous mentionnez la célèbre artiste autochtone Alanis Obomsawin, j'en profite pour préciser à nos auditrices et à nos auditeurs qu'elle est honorée en ce moment avec un spectacle son et lumière ici même à Toronto, des belles projections sur le célèbre ROM dans le centre-ville. Alors pour terminer, sur des notes positives également, je vous propose peut-être, Maya Cousineau-Mollène, de nous lire un extrait d'un de vos poèmes, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr.
Ça va être un inédit même. Écoutez, ça fait deux résidences d'artistes que je fais depuis le dernier mois. Et j'ai eu à écrire beaucoup. Donc, voilà. Je vais juste vous le trouver. Voilà. OK. Séparés par des lois réductrices, si fragile union des peuples, l'un se rapproche, l'autre en réserve. Nos mains se touchaient, effleurement timides, sourire des premières fois. Les premiers contacts sont si périlleux. Je parle l'Inuaimon, mon amour de territoire, cœur empreint de ridule comme un visage de coucoum. Tu parcours les terres. Ton accent résonne, toi aussi minoritaire, dans cette Amérique jamais découverte. Faut-il la magie poétique pour ouvrir l'âme, yeux dans les yeux, plus jamais invisible? Se confier à l'oralité pour l'union de nos récits. Je dépose ici tendrement mes rêves d'alliance. On ne t'appellera plus un blanc. Et je tiens à souligner, chez Bréviaire du matricule 082, vous savez, Monsieur Laurent, on n'a pas besoin d'aller à Masquachiche, au sud d'Edmonton, pour rencontrer les individus des Premières Nations. Vous savez combien de centaines, voire de milliers des autochtones se trouvent dans les grandes villes, que ce soit Toronto, que ce soit Montréal, que ce soit Vancouver. Et si vous voulez connaître un autre dialogue qu'entretient Maya Cousineau-Mollaine, c'est le dialogue qu'elle entretient entre elle, comme Innu, dans la grande ville, dans le centre-ville. Ses poèmes sur l'urbanisme et l'autochtone urbain, il faut les lire à tout prix dans le bréviaire du matricule 082. Merci beaucoup, professeur Cornette. Merci beaucoup, Maya Cousineau-Mollaine, qui a reçu, je le rappelle, le prix Voix autochtone 2020 pour ce recueil bréviaire du matricule 082 publié aux éditions Anennorak. Merci. Le professeur Normand Cornette est donc l'auteur de la version traduite. Est-ce qu'on sait quand la version sera publiée, professeur, en anglais? On l'espère l'année prochaine, justement l'automne, en automne. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et nous on reste sur les ondes de Choc FM 105.1. Merci à vous, Monsieur Laurent. Merci.